Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble le dossier S&P Global. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action, on est quasiment au plus haut. On a ouvert en gap suite à la publication des résultats. Regardons si ils sont si bons que cela. On se met en chiffre d'affaires. Donc on se met en 12 mois glissant pour les chiffres d'affaires puisque S&P Global a l'air d'être en exercice décalé. Donc on est sur une croissance médiane de 8,5%. La dernière publication en 12 mois glissants nous donne une croissance de 13,7%, ce qui est élevé. On n'a pas d'acquisition à signaler sur la période, donc là c'est de la croissance organique. Donc on a face à nous une bonne société de croissance. Il y a un peu de cyclicité. En fait la cyclicité vient à mon avis aussi des acquisitions, qui fait que parfois on booste la croissance avec ces acquisitions. Mais on a quand même un minimum de croissance, on va dire que depuis 2020 on est à un minimum 7% de croissance, ce qui est quand même excellent. Les taux de marge de l'entreprise, j'ai sur un taux de marge brute monopolistique à 68,7%, alors la médiane est à 70,5%, donc on a perdu un peu de pouvoir d'augmentation des prix, mais rien d'inquiétant. On arrive quand même à bien tenir les marges autour de la médiane, ça c'est bien. Taux de marge d'EBITDA, lui, il a quand même pas mal chuté depuis le point haut de 2021 à 56%, on est maintenant à 48%. Donc il y a une déperdition en termes de... Alors on est en symétrique par rapport au taux de marge brut, donc ça veut dire qu'on maintient quand même l'efficience opérationnelle. On n'arrive pas à compenser avec une meilleure efficience opérationnelle. Ça reste quand même très élevé comme taux de marge d'EBITDA, donc c'est quand même bien. Le taux de marge net, il m'a l'air de baisser quand même plus fort que le taux de marge d'EBITDA, donc on a un peu une perte d'efficience opérationnelle, une perte d'efficience financière et fiscale. Donc là, il faut questionner, est-ce que ça c'est de l'exceptionnel? Et du coup, en fait, les free cash flow, eux, ne sont pas impactés. À creuser dans les publications de l'époque. Bon, on est sur un niveau quand même qui est élevé à 26%, on va pas chipoter. C'est quand même des marges qualitatives, mais attention, sur ces dernières périodes, il y a un peu de dégradation, donc à surveiller. On continue avec la conversion de bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets pour 10 milliards. On a une amélioration du BFR pour 2 milliards, donc ça c'est plutôt bon. On a des dépréciations amortissements qui sont plus faibles que les capex, donc on continue à développer l'appareil industriel, l'outil industriel. Attention qu'il manque des dépréciations amortissements sur le dernier mois qui est publié, mais on peut se dire que l'écart va continuer à être de la sorte. Et est-ce qu'on a des other non-cash items? On a 9 milliards 630 millions de other non-cash items, donc c'est ce qui fait qu'on a cette différence, en partie, ça explique en partie cette différence entre les free cash flow et les bénéfices nets. Si vous voulez savoir d'où ça vient complètement, rendez-vous avec le tableau de flux de trésorerie. Pour valoriser l'entreprise, on utilisera plutôt le price to free cash flow s'il n'y a pas de dette. On continue avec la rentabilité opérationnelle. Alors en médiane on est sur du 33% d'habitude, mais ça chute depuis 2021. Et on a un ROIC qui est à 0, mais je pense que c'est une erreur de côté Coefin. Il faudra attendre que cette valeur soit mise à jour. Elle est à mon avis pas à 0 cette rentabilité. Toutefois sur les dernières publications, ça a bien chuté, on est tombé à du 7-8%, ce qui veut dire que la rentabilité s'est dégradée, et donc que on va devoir utiliser peut-être de la dette ou faire appel aux actionnaires pour financer la croissance, puisque la croissance est autour des 7-8%, et que cette rentabilité est à peu près à ce niveau-là. Donc, méfiance. Pourquoi est-ce que ça a chuté de 35% à 9%? Allez voir les rapports financiers de l'époque pour expliquer cette chute, et qu'est-ce que dit le management? Est-ce qu'ils vont redresser la rentabilité, ce qui serait bien? Sinon, ça va venir amputer les free cash flow, et ça, c'est moins bien. Continuons avec l'endettement du groupe. On est sur une dette nette qui est à un peu moins de 2 fois les EBITDA, donc c'est quand même soutenable comme niveau d'endettement, mais en 2021, en fait, on a fait une énorme acquisition, je pense, pour ça qu'on a augmenté autant la dette. Donc, bon, là, rien d'inquiétant. Si la dette se stabilise, on pourra la rembourser tranquillement en 2 années de free cash flow, donc pas de problème sur cette dette-là qui est à un niveau moyen, on va dire, et qui est soutenable. On continue. Est-ce que l'actionnaire est bien traité? Sur ce dossier, on est sur un dossier dividende croissant. On est sur un dividende qui est faible, même pas 1% de dividende. On avait eu des rachats d'actions, mais on a fait une énorme dilution en 2022. Donc pourquoi? Est-ce qu'on a fait une acquisition en 2022? C'est peut-être le cas, ouais. Donc en 2022 on a fait non, c'est en 2021. En 2022 on a fait des investissements. Donc là il faut clarifier à quoi a servi cette augmentation de capital ici. Et depuis il y a des rachats d'actions, donc ça c'est plutôt bon. Ça relue un peu l'actionnaire, ce qui est pas mal. Le rendement de l'actionnaire globalement il est quand même faible, hein. On va pas se mentir sur ce dossier, entre 0,5 et 1%. Donc il y a quand même de la marge pour augmenter le dividende. On est à 1/5
du free cash flow en dividende, donc on peut largement l'augmenter, et c'est ce qui devrait être fait. Et le reste de free cash flow, on peut l'utiliser pour faire des rachats d'actions, éventuellement, pour augmenter le rendement de l'actionnaire. Donc pour l'instant, le rendement de l'actionnaire, pas très intéressant. On a besoin des free cash flow, on a besoin des cash flows opérationnels pour financer la croissance, donc l'actionnaire passe en second derrière la croissance, et c'est bien normal. On continue avec la valorisation du groupe. Donc il y a de la dette, on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA. On va cacher ça. Donc on est sur une médiane de 20, à l'heure actuelle on est sur du 26, donc il y a une surcote de 30% sur cette métrique-là. Donc pas de marge de sécurité. Si on se met en price to free cash flow, c'est la même histoire. On a une surcote, alors là elle est moindre, peut-être 10%. Conclusion du dossier S&P Global. Oui, il y a de la croissance, donc ça c'est très bien. Si vous aimez les dossiers de croissance, je pense que c'est un bon dossier. Moi je fais pas de croissance en stock picking, je fais plutôt de la value. Donc, moi, j'hésiterais à entrer dans ce dossier, surtout qu'il n'y a pas trop de marge de sécurité pas de marge de sécurité sur la valorisation puisque c'est un dossier de croissance, mais pas de marge de sécurité non plus sur le rendement de l'actionnaire qui est faible pour l'instant et qui permettrait de lisser la volatilité. Donc, S&P Global, à mon avis, bien pour l'investisseur de long terme, qui aime le dossier de croissance sur le long terme parce qu'il y a de la marge pour augmenter le dividende. Mais si on rentre sur ce dossier, vu que le timing n'est pas forcément très bon, il faut s'attendre à avoir des moins-values et porter la position pendant assez longtemps, histoire de compenser son prix d'entrée qui pourrait être pas très bon. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.